Écoute plus souvent les choses que les êtres, la voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoutons le vent, le buisson en sanglots, c'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis, ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre, ils sont dans l'arbre qui frémit, ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans la case, ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts, écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent, le buisson en sanglots, c'est le souffle des ancêtres. Ceci n'est pas un chant funèbre, mais une dédicace, un hymne qui célèbre les héros de cette terre de miracles et de mystères. L'introduction est toute trouvée, c'est une libation qui se répand sur ces dépouilles qui partent pour le grand voyage. De l'oliban qui parfume leurs êtres en odeur de sainteté pour tout ce qu'ils ont eu à faire pour les leurs. L'annonce a été faite par son neveu. Amadou Toumani Touré part pour cette destination d'où l'on ne revient pas. C'est la Turquie qui verra son dernier souffle. Ses premiers battements de cœur, eux, se font entendre à Mopti, une commune au centre du Mali. Dès ses premiers jours, il se voit un destin d'instituteur. Il intègre alors l'école normale secondaire de Badalabougou, au cœur de la capitale, Bamako. Mais il finit par se lasser du tableau noir et abandonne la craie pour les armes. L'école interarmée de Kati à Bamako pour la formation, puis le 33e régiment des commandos parachutistes. Il se sent plus à son aise dans les rangs et survole ses classes. 1984, il passe commandant du 10 régiment. Le commandant va s'imposer mutin en mars 1991. Il fait parler les armes et arrache le pouvoir au président en exercice, Moussa Traoré, gagnant du même coup le cœur des Maliens qui le surnomme alors le soldat de la paix. Il joue l'intérimaire et remet sans résistance le pouvoir à Alpha Oumar Konaré à l'issue des élections présidentielles. Nous sommes en 1992. Mais il va retrouver les sensations de ce fauteuil une décennie plus tard. Cette fois, non plus comme substitut, mais dans les pleins droits que lui confère le suffrage populaire des présidentielles de mai 2002. Il écrase au passage un rompu à la politique, Soumaïla Cissé. Le soldat a laissé son treillis pour un costume de politicien. Son nouveau visage est séduisant et son magistère atypique. Il n'est d'aucune classe politique, lui, un atout qui lui permet de former un gouvernement où sont représentés tous les autres partis de la République. Ce premier quinquennat s'achève, son bilan parle plus lui, presque aussi fort que la dizaine de partis politiques qui l'encouragent alors à remettre ça. Il se représente et en 2017 remporte une victoire écrasante aux élections contestées pourtant par son principal opposant, Ibrahim Boubacar Keïta. À 2 mois de la fin de ce quinquennat, le dernier pour lui, des coups de canon le chassent du palais. C'est le temps de l'exil, destination le Sénégal. Il foule à nouveau sa terre natale, Ibrahim Boubacar Keïta le lui permet. Il soufflera d'ailleurs sur sa dernière bougie, la 72e, le 4 novembre dernier, dans son pays. Ce sera véritablement la dernière avant que ne s'éteignent définitivement les battements de son cœur dans la nuit du 9 au 10 novembre 2020. Quand 8 heures plus tard, la fosse aux légendes appelle un autre roc d'Afrique. Lui aussi est contemporain du premier. D'ailleurs, juste quelques mois séparent leurs deux naissances, tout comme quelques kilomètres leurs deux pays. Lui se nomme Jeremiah John Rawlins. Pour ses premiers cris le 22 juin 1947, son berceau, la Côte d'Or, colonie anglaise qui deviendra plus tard la République du Ghana. Sa mère est de cette terre, son père, lui, a été porté par les voiles coloniales depuis son Écosse natale. Les sables du temps s'égrènent jusqu'à ses 21 ans. C'est un homme qui s'offre des ailes à l'Académie militaire de Téchié, option aviation. Il en sort bardé de l'étoile de lieutenant. Mais plus que le grade, c'est l'audace qui caractérise le soldat. Là, des pratiques de corruption qui, selon lui, pillent et dégradent son pays. Thierry Rawlins sonne lui-même le glas du mandat du président en exercice, Fred Akufo. Mais il devra s'y prendre par 2 fois. D'abord, le 15 mai 1979. La mission échoue et le miton est arrêté et emprisonné. Mais la détention ne durera que quelques semaines, 3 pour être tout à fait exact, car libéré par ses hommes. Le séjour au Fred donne un coup de chaud à son vieux projet qui se solde par un succès. Le 4 juin de la même année, Fred Akufo est chassé du pouvoir. Putschiste peut-être, mais au service de la République, Thierry Rawlins remet les clés du pays au président Liman, un trimestre seulement après le coup d'État.
Mais le champion du peuple se met à marcher dans les pas de Akofo. Du coup, l'ancien potier se remet son treillis de mutin et reprend le pouvoir en faisant tomber Liman le 31 décembre 1981. Cette fois, il gardera celui-ci en préparant la transition. Mais dans l'intervalle, il se dévêt définitivement de l'uniforme de l'armée et redevient simple civil. Ce statut, il l'officialise en 1992 et cette même année-là, il met son pays sur les rails de la démocratie en instaurant le multipartisme. Il en est l'âme et même le cœur. Le peuple lui accorde d'ailleurs son suffrage 2 fois à la suite. Le 7 décembre 1992 d'abord, puis 4 ans plus tard, le 7 décembre 1996. 2 mandats et rien que, dit la Constitution. Il s'y plie et ne se représente pas. Son dauphin, John Atta Mills, sera battu par un nouveau parti politique mené par le champion John Kufuor. Là encore, c'est une révolution de velours que favorise celui qu'on assimile au Che Guevara d'Afrique, Jerry Rawlings. Il milite dans l'opposition jusqu'à son dernier souffle, le 12 novembre 2020. Il est alors âgé de 73 ans. On dit de l'Afrique qu'elle est mal partie, mais très peu connaissent son histoire, la vraie, pas celle écrite par les soi-disant vainqueurs. Mais la vérité est entre les lignes, dans les espaces laissés blancs, dans les silences entre les notes. Cette vérité inéluctable qui raconte la vie des irréductibles Templiers qui de tout temps se sont levés pour porter et défendre à bout d'audace et de courage, souvent envers et contre tout, la terre-mère. Mais plus que les historicides, ennemis extérieurs qui assassinent cette partie du film, les plus grandes menaces viennent de l'intérieur. Tous ceux qui se laissent corrompre par le pouvoir, qui rétrogradent leur pays avec de dizaines d'années en arrière, crachant sur des cadavres des libérateurs qui sont morts pour faire vivre un idéal bien plus grand, la République. Mais l'histoire retiendra, car elle a de la mémoire et elle est tenace. Le legs à la postérité parlera pour chaque, et de ce bilan sera déterminée la direction à prendre dans l'au-delà. Ce sera le Panthéon ou le Tartare. Et on pourrait bien emprunter au poète Birago Diop ce dernier couplet. Dans le lit et sur les rives du fleuve, des souffles qui se meuvent. Dans le rocher qui gend et dans l'herbe qui pleure, des souffles qui demeurent. Dans l'ombre qui s'éclaire ou s'épaissit, dans l'arbre qui frémit, dans le bois qui gémit et dans l'eau qui coule et dans l'eau qui dort, des souffles plus forts. Le souffle des morts qui ne sont pas morts, des morts qui ne sont pas partis, des morts qui ne sont plus sous terre.